Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Titouan et la kétamine, épisode 1. La kétamine est une drogue un peu à part, au carrefour de différents univers. On en a peu parlé encore sur Substance, alors qu'elle est couramment consommée et qu'elle a une actualité assez intéressante. Avant tout, il faut mentionner que c'est une substance dissociative, c'est-à-dire qu'elle provoque un détachement, parfois radical, entre la conscience de soi et le corps et l'environnement. Elle fait partie de la pharmacopée légale en tant qu'anesthésiant depuis la fin des années 60, elle était utilisée notamment pendant la guerre du Vietnam, et elle est classée comme stupéfiant en France depuis 1997. Elle est commercialisée comme antidépresseur depuis quelques années, en spray nasal, et on peut lire dans un article du Temps, en date de mars 2019, qu'elle est considérée par les spécialistes comme la première révolution majeure dans le traitement de la dépression depuis le Prozac. Elle est utilisée dans un contexte populaire, à la fois comme une drogue festive, elle est largement consommée en free party par exemple, mais elle a aussi un fort potentiel pour déclencher des expériences qu'on pourrait qualifier de mystiques. Et en plus de cela, elle peut être addictive, sachant que les addictions à la kétamine peuvent faire de gros dégâts sur le corps, notamment sur la vessie. Titouan a 26 ans, c'est un consommateur de kétamine, mais avant de découvrir cette molécule, il en a consommé bien d'autres. Et il va nous raconter tout ça pour que l'on comprenne comment et pourquoi il a essayé différents psychotropes avant de finalement tomber sur celui qui allait l'aider à avancer. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. J'ai grandi en Normandie, donc dans un milieu assez rural. Toujours grandi en maison, donc il y avait ce truc-là de un peu vivre dehors, avoir de l'espace pour faire des conneries avec les frères et sœurs, voilà, jouer dehors, etc. Donc voilà. Du coup, je suis l'aîné en tout, j'ai 5 frères et sœurs, parce que forcément, parents divorcés, famille qui s'est recomposée, etc. Sinon, j'ai un frère et une sœur des mêmes parents. Donc un frère avec lequel je suis très proche et qui un peu m'a accompagné et m'accompagne encore dans tous mes devoirs, tous mes récits, etc. Mais ouais, du coup, grande famille, donc un peu toujours ce truc-là à la maison, ça a toujours été un peu l'effervescence, ça crie un peu dans tous les sens. C'était intense, mais au moins c'était vivant et rythmé, quoi. Du coup, l'adolescence, ça a été un peu mitigé dans le sens où le collège, même si le climat à la maison il commençait à être compliqué, du côté de chez mon père, l'absence, ma mère, grosse dépression, parce qu'en plus, voilà, plein de soucis familiaux, donc des traumas intergénérationnels qui se redistribuent, etc. J'ai eu beaucoup de problèmes d'alcool dans la famille. Je suis issu d'une famille bretonne et normande, donc c'est pas pour rien. Au collège, ça allait parce qu'il y avait, je faisais du foot à ce moment-là. J'étais bon dans ce que je faisais, même l'école, je réussissais bien. J'avais la chance d'avoir des prédispositions à l'école, donc voilà, je réussissais ce que je faisais. J'avais pas de problème particulièrement dans ma vie. Les problèmes qu'il y avait dans le foyer à la maison, je les fuyais un peu, on va dire, en sortant avec des potes, en allant au foot, en me dépensant, en fait, en les mettant de côté, quoi. Donc ça allait. Et après, il y a eu un peu une coupure entre le collège et le lycée, où au collège, j'étais un peu... voilà, tout roulait bien, j'étais pas le populaire guy, mais en mode... la personne populaire, mais en mode ça se passait très bien, etc. Et puis après, au lycée, plus ça allait, plus en fait, je me suis vraiment renfermé sur moi. Parce que forcément, les choses que je vivais à la maison, c'était un peu compliqué, donc il y avait besoin un peu de fuir tout ça. C'est à ce moment-là que je me suis énormément rapproché de mes cousins. Mes cousins qui en fait vivaient plus ou moins les mêmes expériences de vie avec aussi des parents défaillants entre guillemets, donc comme je disais,
problèmes de dépression, d'alcoolisme, etc. Donc en fait des choses qui sont compliquées à vivre avec au quotidien et des choses pour lesquelles on se sent pas réellement en accord et en cohérence avec les gens qui nous entourent au collège, au lycée, etc. autour de nous. Donc en fait je me suis vachement rapproché d'eux, on s'est rapprochés ensemble parce que ce truc-là un peu de ok nos vies c'est un peu de la merde donc on est ensemble au moins et donc on s'est un peu soutenus mutuellement. Il y avait beaucoup forcément les jeux vidéo aussi, parce que les jeux vidéo, c'est vrai que c'est un énorme exutoire. Ça permet vraiment tous les problèmes, toute la poussière qu'il y a, un peu de la mettre sous le tapis, et en mode on pense plus à ces problèmes, etc. Et du coup, ça aide vachement un peu à se vider l'esprit, même si ça fait que un peu déplacer le problème, etc. Mais sur le moment, à cet âge-là, c'était un peu la seule solution qui se présentait à moi pour pouvoir répondre à cet environnement-là compliqué. Je jouais pas mal à Call of, l'époque Call of Duty, un peu au collège, parce que c'était vraiment très générationnel et tout le monde y jouait. Après au lycée, j'ai eu un ordinateur, et là ça a commencé à être plus des jeux comme League of Legends ou Counter-Strike, donc des jeux qui prennent beaucoup de temps, qui sont très, très chronophages. Et il y avait aussi Dofus, un jeu français, un MMORPG qui me faisait prendre beaucoup de temps, mais qui me plaisait bien. Voilà. C'était un peu mon moyen de. Je me renfermais sur le plan social dans la réalité, un peu avec les gens, mais du coup, c'était un moyen de retrouver une forme de sociabilité sous le plan virtuel qui me permettait de justement avoir accès à ces besoins sociaux sans les contreparties parce que j'étais désaffilié de ce que j'étais en tant que personne, de par mon environnement, de par mon entourage, ma famille, le milieu duquel je viens, etc. Donc voilà, pour le coup c'était cool sur ça. Mais voilà, à répétition, sur le long terme, etc., ça a été. Enfin voilà, c'est des jeux qui, surtout League of Legends et Counter-Strike, qui m'ont aspiré une bonne partie de mon âme parce que voilà, là, c'est une communauté qui est assez toxique et tout, donc ouais, ça a pas été que du positif là-dessus, quoi. La rupture qu'il y a eu entre le collège et le lycée, je pense qu'elle a été vraiment marquée justement par l'état psychologique de ma mère qui était vraiment très lourd, très pesant, très très grosse dépressive et ce qui fait que voilà, il y avait une assistante sociale à la maison, il y avait ce truc-là où elle pouvait plus subvenir trop à nos besoins et à son rôle de mère quelque part. En plus, elle s'est mise avec quelqu'un qui a décompensé une bipolarité, donc vraiment un schéma environnemental dans la maison qui était très compliqué. Ça n'a pas vraiment changé sur le plan. J'ai pas subi forcément de harcèlement, etc. J'ai toujours eu un peu de répartie ou de réussir à savoir un peu comment m'adapter dans toutes les situations. Donc j'ai toujours réussi un peu à passer entre les mailles du filet, à toujours faire en sorte que les choses aillent un peu dans mon sens quelque part. Mais ouais, c'était vraiment lié à ça, lié au fait que mon père au moment du divorce, il a dû racheter la maison, la moitié de la part de la maison de ma mère et que du coup, il a été absent au taf, il s'est buté au taf, je le voyais pas, c'était mes grands-parents qui venaient nous garder des fois de temps en temps. Il s'est mis avec quelqu'un en plus qui était très jeune, qui avait 10 ans de moins que lui, et pour le coup quelqu'un qui était aussi assez tyrannique, assez négligente. Voilà, tout cet environnement-là familial faisait que c'était compliqué et que ça a eu des impacts sur mon état psychique et puis forcément sur ma façon d'être, de me ressentir et aussi de me comporter voilà, dans ces environnements-là, quoi. Du coup, c'est au lycée, c'est un peu le moment, comme je disais, où je me suis rapproché de mes cousins parce que c'est avec eux que je vais principalement découvrir la drogue, l'utiliser et puis voilà, que ça prenne une place importante dans ma vie. Parce que je partageais avec eux les jeux vidéo, certes, mais aussi la drogue parce que mes cousins, donc il y en avait un qui avait mon âge, il y avait mon frère et les deux autres qui étaient plus âgés, donc qui avaient 3 ou 4 ans de plus que moi. Donc eux à ce moment-là, ils avaient déjà commencé à fumer des joints, donc ils nous avaient un peu initiés à ça, donc il y avait tout ce truc-là au début où en fait l'alcool ça prenait une telle place délétère dans notre vie, ça a tellement détruit notre famille sur plein de choses que en fait on s'est un peu éloigné de l'alcool et on a retrouvé ça un peu dans le cannabis quoi, parce que ça nous permettait je sais pas,
d'oublier un peu tous les tracas qu'on voyait, qu'on ressentait, ce climat-là et tout, voilà, cette fuite là-dedans. Donc il y a eu forcément le cannabis, et puis après, petit à petit, mes cousins qui étaient plus âgés avaient envie de tester la MDMA et le LSD. Et eux, il faut savoir qu'ils se procuraient les produits sur le darknet. Ils n'allaient pas dans la rue chercher, etc. C'était vraiment en mode, on était un peu des nerds, donc c'est-à-dire des personnes un peu en marge sur nos ordinateurs, à aller sur des forums, voir des petites combines pour savoir un peu comment se débrouiller, pour se fournir de ce qu'on voulait essayer, etc. C'est à ce moment-là où pour la première fois, du coup, je prends de la MDMA. La première expérience, elle a été très agréable. Enfin, en général, la première fois à la MDMA, c'est jamais désagréable. Enfin voilà, c'est à ce moment-là où on ressent un peu tout l'amour, c'est comme si en fait on touche un peu au bonheur en fait. C'est un moment, c'est certes éphémère, ça dure pas, mais c'est un moment où en fait on va toucher le bonheur des doigts, on va le ressentir, et forcément c'est quelque chose de positif, etc. Donc ça a marqué, mais c'était des petites doses. La première fois c'était quand même une petite dose, pour donner un ordre d'idée. On avait pris à peu près 0,07 de MDMA, donc même pas un dixième de gramme. Du coup il y a eu une deuxième fois sous MDMA. Là pour le coup ça a été une expérience qui a été assez traumatisante, parce que du coup le contexte c'était que c'était un 1er janvier. Mes cousins, leur père il avait un gîte, c'était en Bretagne, et du coup il nous a prêté le gîte pour qu'on fasse le nouvel an ensemble et tout. Donc voilà, on se prépare, on va un peu chercher les gens à la gare, on commence à installer tout l'endroit, vraiment, on set up, on installe le lieu comme il se doit pour pouvoir festoyer dignement, donc préparer les hostilités. Donc voilà, on descend, on met un peu des matelas par terre, on préroule des joints. C'est vraiment en mode la petite manufacture où on prépare les joints, on les préroule. À la fois, on préparait les paras, donc les parachutes de MDMA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on se procurait de la MDMA sur le darknet. Les produits sur le darknet, c'est des produits qui sont pour le coup très qualitatifs. À savoir que j'ai la chance d'avoir commencé sur des produits qui étaient très très clean, très très propre, très très quali, mais du coup très fort aussi par la même occasion. Et voilà, du coup là, cette deuxième fois-là, on prend la MDMA vers minuit, je crois, parce qu'il fallait, à l'âge qu'on avait, qu'on appelle encore nos parents pour souhaiter la bonne année à minuit. Et du coup, on s'est dit qu'on allait prendre juste après avoir appelé les parents, quoi, parce que voilà, c'est pas un truc qu'on allait leur dire comme vous vous en doutez à cet âge-là, quoi. Donc on prend, et puis là, la montée, je me souviendrai toute ma vie de cette montée-là. Je sentais la chaleur qui montait, que tout d'un coup tu passes, t'as vraiment un truc où ta perception et ton ressenti ils changent complètement. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que vraiment en mode, ouais, tu te dis, tu passes de l'autre côté d'une dimension, etc. Donc vraiment en mode truc de fou, truc incroyable, etc. L'impression qu'en fait tout ce que tu fais, tout ce que tu ressens, c'est le bonheur. C'est juste, c'est pour ça que ça s'appelle la pilule du bonheur. Et surtout, je pense qu'en plus le fait d'en prendre à cet âge-là, où ma sérotonine était encore complètement, comment dire, vierge un peu de toute expérience de vie, etc., fait que l'expérience a été folle. Donc je me rappelle que ça a duré pendant 3 heures, où j'étais là, je fumais un joint, une clope, c'était décupler les effets en termes de positif que ça représentait. Boire une bière, c'était incroyable. Alors des trucs complètement anodins et tout, tout était incroyable et fou. Mais il y avait ce truc là où un de mes cousins, il n'a pas digéré du tout le premier parachute, la première prise. Donc il est directement allé vomir aux toilettes, etc. Pas bien. Donc en fait, il y avait nous, avec mon frère, mon cousin, un des potes, donc à 4 qui vivions notre meilleure vie dans le salon, avec la musique en fond, de la grosse petite trance et tout. C'était la folie, c'était incroyable. On se faisait des câlins, parce que forcément, t'as ce truc là où même si on est
des hommes, on vient de... Enfin, il y a tout ce truc en mode cette pudeur qu'on peut ressentir vis-à-vis l'un de l'autre, mais en fait tout ça explose et en fait pour les premières fois tu te dis un peu cliché, mais en mode tu te fais des câlins, je t'aime, etc. Machin, bref. Et de l'autre côté, t'avais un peu la contre-soirée de mon cousin qui vivait en fait une grosse angoisse et qui a pas réussi à passer au-delà de cette angoisse-là, et en fait qui avait besoin de vider son sac avec mon autre cousin et son pote pour un peu voilà, donner, raconter certaines choses, etc., qui restent entre elles, qui les concernent, etc. Bref. Et du coup, pendant 3 heures, ils sont restés dans la salle de bain à passer, enfin, à raconter, voilà, faire la contre-soirée et tout. Et puis moi, au bout de 3 heures, j'étais là en mode, bon, bah, ça me plaît bien ce truc-là, mais ça commence à redescendre, j'ai bien envie d'un petit deuxième round et tout, donc je vais les appeler, parce que du coup, dans les deux qui étaient dans la salle de bain, c'était ceux qui géraient le produit, qui avaient la balance, parce que c'était bien carré, en mode, voilà, ils pesaient ce qu'ils mettaient dans les parachutes pour les prises, que ce soit bien cohérent. Mon cousin qui avait vomi, qui se sentait pas bien, il se dit, ok, bah, vas-y, je vais refaire les parachutes, donc pour les prises de redrop, etc. Et sauf que là, on l'apprend un peu après, mais il se trompe d'unité de mesure sur la balance. Donc ça a fait des mesures qui étaient 3 fois plus fortes. 3 à 4 fois plus fortes. En plus, moi j'avais aucun référentiel, j'en avais pris une seule fois, en fait je leur faisais confiance totalement. On me donne quelque chose, je suis là en mode, ils me disent vas-y reprends ça, bah voilà tu le prends et tu réfléchis pas quoi. Et c'est mon autre cousin qui pour le coup avait un peu roulé sa bosse, qui connaissait tout, il a un réflexe un peu instinctif de regarder la balance et de se rendre compte de la chose. Et là il engueule mon cousin, il dit attends tu te rends compte de ce que tu viens de faire et tout, les doses. Ils avaient commandé une quantité astronomique de MDMA, c'est-à-dire que ils avaient commandé je crois 25 ou 30 grammes. Et je me rappelle même que ça m'avait marqué parce que sur ces 30 grammes là, il y avait une caillasse de 15 grammes. Et tu te dis que ça c'est de la... Enfin bref. Puis il engueule mon cousin, il se rend compte de la chose parce que lui il a un peu plus de recul et tout. Il va dans la salle de bain, il essaie de se faire vomir, je l'entendais voilà, tirer au cœur, etc. Il ressort, il n'y arrive pas. Il dit ok les gars, va falloir s'accrocher, ça va décoller. Moi la chance que j'ai eue c'est que j'étais tellement bien dans ma première prise et tout que j'aborde ça avec un espèce de naïveté en fait qui fait que du coup j'ai pas été angoissé, j'ai pas été stressé, je me suis pas dit oh là c'est grave ce qui se passe, etc. Donc j'ai vraiment abordé les choses sereinement, et je pense que c'est ce qui m'a aidé parce qu'en fait du coup on a à peu près calculé après coup ce que ça représentait, mais on s'est retrouvé avec des doses de plus de 0,50 grammes, enfin 0,5 grammes de MDMA, ce qui fait que c'est des doses qui sont considérées comme létales. C'est des doses délirogènes, donc en fait vraiment c'est parti en live. C'était tellement fort qu'il y a des parties que j'ai oubliées. Je me rappelle que je commençais à avoir des grosses hallucinations où je voyais des insectes sur le s'il y avait une espèce de ventilo en l'air, etc. Et j'avais l'impression qu'il me tombait dessus. Derrière, je vois, il y avait un serpent en sculpture. Là, je vois un truc magnifique avec. J'ai l'impression qu'il y avait toutes les couleurs du spectre, des couleurs que j'avais jamais vues avant. Enfin, vraiment passer d'un tout à tout comme ça. Le problème, c'est que il y avait un des potes en question qui, pour le coup, lui, il avait pris plus que ce qu'on devait prendre initialement. Il s'est retrouvé avec une dose beaucoup trop forte et en fait il luttait contre la montée des effets, la substance, et du coup c'était effrayant. On avait vraiment l'impression qu'il était là en train de se transformer, il avait ses bras qui partaient dans tous les sens, il avait ses yeux qui se révulsaient, enfin vraiment en mode... Heureusement qu'il y avait l'AMD et toute la sérotonine qui permet de pas être traumatisé par ce qui se passe, mais parce que sur le moment c'était en mode tu te dis ouais qu'est-ce qui lui arrive là, voilà, il se passe un peu plein de choses. Mon autre cousin qui avait vomi la première fois initialement
revelote, il revomit. Bref, enfin voilà, ça part dans tous les sens, c'est un peu chaotique. Mais au final, ça finit par petit à petit se gérer sans trop de dégâts, on va dire. En tout cas, sur le moment, pas de dégâts physiques, etc. Mais voilà, ça a eu quand même des séquelles sur le long terme, sur ma sérotonine, enfin voilà, sur plein de trucs comme ça. Je me rappelle que le lendemain, on était un peu en mode on se réveille, on se raconte un peu les choses qui s'est passées la veille, à froid, on fume des joints, etc. Et moi je me rappelle que j'entendais c'est ça un truc qui m'avait bien marqué, c'est que j'entendais des voix en fait. J'avais l'impression que mon cousin me parlait, j'étais allongé sur le canapé un peu en train de larver un lendemain de soirée, machin. Et j'ai l'impression que mon cousin me parlait, je me retournais, il avait la bouche fermée, il parlait pas du tout, donc vraiment en mode, j'entendais des voix, ça devenait tellement le truc était fort et délirogène, etc. Et ouais, ça m'a flingué un peu le cerveau, mais bon, ça a pas duré trop longtemps, j'ai fait quand même quelques rêves assez forts par la suite, les 2-3 jours qu'on suivit. Et voilà, après retour à la réalité, entre guillemets. Le gars qui a pris la grosse dose, du coup, il s'en est bien tiré, mais en fait, c'est mon grand cousin qui gérait un peu le truc, etc., qui a réussi à le prendre un peu sous son joug et puis à lui dire de se calmer, à lui dire que il fallait pas qu'il lutte, qu'il pouvait pas lutter face à et qu'il fallait qu'il se laisse aller, etc. Et petit à petit, il a réussi un peu à se laisser aller et tout, mais ça l'a traumatisé à vie dans le sens où on a refait plusieurs fois des soirées, des festivals, etc. Et en fait, à chaque fois qu'il reprenait de la MDMA, ça remontait des effets comme il avait là, quoi. Donc en fait, ça l'a vraiment traumatisé, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a même arrêté de le voir parce qu'en fait, nous à ce moment-là, on prenait beaucoup de drogue, etc. Donc ça voulait dire que se voir, faire des soirées ensemble, ça voulait dire consommer. Et lui, voilà, ouais, ça l'a vraiment traumatisé. Et du coup, petit à petit, on l'a plus vu dans notre groupe, quoi. L'avantage au moins, c'est que par contre, au niveau du groupe avec mes cousins, donc à part le pote en question qui pour le coup ça l'a traumatisé, et du coup en mode ça a été un peu... C'était Koh-Lanta, en fait, il en restera qu'un, c'est en mode... Du coup il est parti, etc. Mais enfin voilà. Mais sinon ça nous a permis même mon cousin qui avait ce rôle un peu de nous montrer, de nous transmettre l'expérience qu'il avait pu faire avec les drogues et tout. Ça lui a permis de se rendre compte qu'on était capable de pouvoir gérer des doses et des quantités aussi fortes, et que voilà, ça l'a rassuré dans le fait de l'autonomie qu'on pouvait avoir et l'indépendance qu'on pouvait avoir même à nos âges aussi jeunes, parce que ouais, moi j'avais 16 ans, mon frère il en avait 2 ans de moins, donc 14, donc c'est quand même des âges très jeunes. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité elle est relative au poids que tu fais. Donc c'est-à-dire que si tu fais 120 kg, tu vas pas avoir les mêmes effets pour la même quantité que si tu en fais 60. Moi à ce moment-là, je faisais peut-être 60 kg, mon frère il en faisait même pas 50. Donc voilà, ça a fait ça a pesé son prix dans l'équation. La consommation de drogue de Titouan commence sur les chapeaux de roue avec une surdose de MDMA assez sévère, mais ça ne va pas empêcher sa petite bande de cousins de continuer ses expériences. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast financièrement si vous le souhaitez pour m'aider à le produire dans la durée, pour que j'ai la possibilité en fait d'y consacrer du temps vu que je travaille en tant que freelance et que le temps c'est de l'argent. J'en profite pour remercier sincèrement tous ceux qui l'ont déjà fait, je vous suis vraiment sincèrement très reconnaissant. Et pour ceux qui veulent les rejoindre, vous trouverez le lien d'une page Tipeee dans la description de l'épisode. Dans le prochain épisode, on reviendra sur le témoignage de Titouan qui nous expliquera notamment sa relation tendue avec le LSD. D'ici là, portez-vous bien.